Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Dans son livre L'Atelier de l'Histoire, François Furet expliquait ce que c'est l'Église elle-même qui donna l'exemple de la recherche érudite. L'Église le fait dans un contexte bien particulier, celui de la controverse anti-protestante. Elle se plonge alors dans les pères de l'Église, elle inventorie, elle exalte la tradition chrétienne qui se forme dans les premiers siècles du christianisme. On la retrouve à Port-Royal, dans l'œuvre de Tillemont, mais aussi chez les bénédictins de Saint-Maur qui, bien avant l'historiographie allemande, fixent la critique historique. Ainsi, je cite François Furet, la recherche historique moderne est née de l'application des procédures de la raison critique à l'exploration de l'Antiquité chrétienne et, par voie de conséquence, à l'Antiquité païenne. Dans son livre, dont je ne saurais que trop vous recommander la lecture, Furet apporte une pierre essentielle à la compréhension de ce qu'on appelle l'histoire érudite. Mais l'histoire, nous le savons, remonte à bien plus loin dans le temps. Elle est même un fondement essentiel de la civilisation gréco-latine et répond à la simple question: à quoi sert donc l'histoire? Que nous apporte-t-elle à nous qui souhaitons comprendre les causes et les conséquences des événements de notre passé? Est-ce une simple matière à apprendre sur les bancs de nos écoles ou bien davantage? Une question qui, en dépit de sa simplicité, me semble pour le moins essentielle. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, un simple rappel, n'hésitez pas à nous soutenir. Notre association a besoin de vous. Soutenez-nous et recevez un livre de notre partenaire, les éditions Perrin. Storia Voce ne se développera qu'à partir du moment où elle bénéficiera de votre générosité et de votre soutien. Rendez-vous sur notre page d'accueil dans la rubrique Soutenez-nous. Michel de Gégère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous dirigez le Figaro Histoire, où l'on retrouve plusieurs historiens que nos auditeurs connaissent bien. Jean-Paul Blaine, Marie-Françoise Basselès, aussi Jean Tullard, Jean-Robert Pitt. Vous avez vous-même écrit plusieurs ouvrages. Je me souviens d'une émission passionnante sur Chateaubriand et son voyage en Grèce, ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news, mais aussi un livre essentiel sur la chute de l'Empire romain, Les Derniers Jours, paru aux Belles Lettres et réédité récemment dans la collection Tempus des éditions Perrin. Michel de Gégère, cela fait plusieurs années donc que vous êtes à la tête du Figaro Histoire et vous avez décidé de publier une grande partie de vos éditoriaux, toujours aux Belles Lettres, La Compagnie des Ombres. Tel est le titre de cet ouvrage, un ouvrage dans lequel vous apportez une réflexion sur l'histoire. Et c'est pour cette réflexion, à quoi sert l'histoire, que j'ai souhaité réaliser cette émission. À quand faut-il, Michel de Gégère, à quand faut-il remonter pour observer ce que j'appellerais une volonté historique? Il faut remonter très loin, puisque l'histoire, à notre connaissance, est aussi ancienne que l'écriture, et même elle l'a évidemment précédée, parce que pour que l'histoire soit écrite, il faut qu'elle ait d'abord existé par tradition orale. Les premières traces de l'histoire que l'on a, eh bien, c'est celle de l'Égypte ancienne, les listes de pharaons qui en Égypte remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Au 3e millénaire, on a des traces en Mésopotamie, des inscriptions où des scribes rendent compte des règnes des rois du passé. Et donc voilà, l'histoire est extrêmement ancienne. Maintenant, c'est une histoire qui est particulière, cette préhistoire de l'histoire, puisque c'est une histoire qui se lit que sur les monuments, sur la pierre, qui est le fait des scribes, qui est commandité par l'autorité royale, et qui donc est un peu une annexe de la propagande. C'est un instrument de pouvoir. C'est un instrument de pouvoir. Il s'agit de rappeler au peuple les grandeurs passées et présentes du pouvoir pour l'inciter au respect et à l'obéissance. Et donc l'histoire, lorsqu'elle naît, à tout commencement, à partie liée à la propagande, et ceci doit être pour nous un avertissement, c'est-à-dire que l'histoire est à la fois une ressource, mais aussi une discipline qu'il faut aborder avec prudence, parce que dans toute information, il y a risque de désinformation, et donc dans tout livre d'histoire, il y a risque de subjectivité et de propagande. Alors, la Bible évoque aussi le pouvoir, mais d'une toute autre nature, c'est le pouvoir divin, la transcendance, et pourtant, elle est imprégnée d'histoire.
Oui, la Bible n'est pas à proprement parler un livre d'histoire, et pour autant, la Bible raconte, pour partie, un certain nombre de ses livres, raconte l'histoire du peuple élu, l'histoire du peuple juif, les tribulations d'Israël, avec une intention qui n'est pas proprement historique, mais enfin qui est de montrer le dessein de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire que la Bible est pleine du récit des heurts et des malheurs du peuple élu, selon qu'il est fidèle ou pas à l'alliance divine. Et donc elle nous raconte comment, eh bien, les rois qui sont fidèles au vrai Dieu, eh bien, sont comblés de prospérité, comment ceux qui s'en éloignent en sombrant dans le polythéisme, en adorant les idoles, eh bien, sont voués à des malheurs sans nom. Alors, c'est pas une démarche proprement historique, mais c'est la tentative de discerner un sens de l'histoire et de l'attribuer à la providence divine. L'Iliade, l'Odyssée, Homère, on peut attribuer à ces œuvres une sorte de statut historique. Alors l'Iliade et l'Odyssée ne sont évidemment pas des livres d'histoire puisque ce sont des poèmes, mais pour autant les événements qu'ils racontent, singulièrement l'Iliade qui raconte la guerre de Troie, ont un fondement historique puisque on a disputé pendant une période sur la question de savoir si tout était imaginaire, et puis malgré tout au 19e siècle, Heinrich Schliemann a découvert les ruines de Troie. Alors on n'est pas tout à fait sûr que ce soit les ruines qu'il ait découvert soit la Troie de la guerre de Troie, mais peut-être une cité construite ultérieurement sur le même site, mais il a découvert le site de Mycène, la ville d'Agamemnon. Il a découvert le masque d'or, qu'on appelle le masque d'or d'Agamemnon, qui était bien entendu le masque d'or d'un roi qui ne s'appelait pas Agamemnon, mais qui est l'un de ces rois régnant sur un royaume riche en or et qui ont inspiré Homère. Ce qu'il y a de formidable finalement dans cette histoire, c'est que la date présumée de la guerre de Troie vers le 12e ou 13e siècle avant Jésus-Christ est antérieure de 4 ou 5 siècles au moment où les poèmes homériques ont été couchés par écrit. Ce qui veut dire que le souvenir de cette guerre, le souvenir de ces royautés mycéniennes qui s'étaient effondrées vers 1200 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est conservé par tradition orale, par la poésie des Aèdes, et puis un jour elle a été couchée par écrit. Alors je ne peux pas rentrer sur la question de l'existence d'Homère, de savoir si Homère est un poète ou une série de poètes ou un maillon d'une chaîne de poètes, mais enfin toujours est-il que donc il y a là une histoire qui a été transmise et qui est devenue un poème, et dans ce poème, eh bien, il y a des faits historiques, bien entendu déformés, bien entendu amplifiés, mythifiés, mais avec un fondement dans le réel. Je vous cite, l'Iliade nous donne au contraire le spectacle de la miséricorde, autant dire qu'elle nous offre des exemples à méditer et à suivre, qu'elle nous émeut, nous enthousiasme, mais qu'en même temps, elle nous éduque, elle nous fait bénéficier de l'expérience de ceux qui ont traversé avant nous les tragédies de la vie. Oui, parce que évidemment, ce poème historique, à partir de l'histoire de cette guerre, de cette équipée, de cette expédition des Grecs vers un royaume d'Asie, eh bien, que fait l'Iliade? Bien, l'Iliade va exalter l'héroïsme des guerriers, l'esprit de sacrifice, le patriotisme. Elle va donner en modèle la sagesse d'Hector, les vertus domestiques du couple qu'Hector forme avec Andromaque. Elle va louer l'habileté et la ruse d'Ulysse. Elle va mettre en garde contre les méfaits de la colère d'Achille. Elle va donner en contre-exemple, je dirais, la pusillanimité devant l'ennemi de Paris, le bellâtre qui est fauteur de guerre mais qui est lâche devant l'ennemi. Et elle montre une certaine estime entre les frères d'armes. Donc l'Iliade est pleine de vertus morales, et ces vertus morales culminent avec cette scène qui est presque la dernière scène de l'Iliade, où Priam, le roi de Troie, vient chercher le corps d'Hector. Vous savez que Achille a tué Hector et il a fait le tour de Troie cette fois en traînant son cadavre derrière son char. Le corps est donc défiguré, il n'a pas de sépulture, et le père d'Hector, le roi Priam, va dans le camp ennemi pour demander à Achille de lui rendre le corps de son fils, et il pleure, et Achille est ému devant les pleurs de ce père, et il pleure avec lui. Et donc cette épopée guerrière, cette épopée nationale, le terme est évidemment anachronique, des Grecs, qui pourrait être l'histoire de guerriers bodybuildés qui se donnent des grands coups sur la tête comme au cinéma, eh bien elle culmine dans ce spectacle de la miséricorde vis-à-vis de l'ennemi, dans le spectacle de cet Achille qui est le guerrier
guerrier sans peur et sans reproche, intrépide, courageux, et qui, devant la détresse du père de son ennemi, pleure avec lui. Je crois que c'est le caractère absolument magnifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres épopées guerrières qui puissent donner ce spectacle et cette leçon. Alors, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, et vous estimez que l'histoire a déjà 7 dons, ce que j'ai appelé 7 dons, est-ce que vous appelez, vous, des leçons? Ben oui, avant même que l'histoire ait apparu comme discipline scientifique, eh bien, à travers l'exemple donné par Homère, à travers la Bible, à travers les inscriptions égyptiennes ou mésopotamiennes, ben on peut distinguer un certain nombre de leçons. L'histoire est apparue comme un moyen de propagande politique, et donc par là, elle nous a indiqué également le contrepoison en nous incitant à une certaine réserve, à une certaine méfiance vis-à-vis des grandeurs officielles. Ensuite, avec la Bible, elle s'est proposée comme miroir de la providence, et puis avec l'Iliade, eh bien, elle nous a donné des exemples, elle nous a donné des modèles, et donc elle s'est imposée comme une espèce d'école de vertu. Elle nous a fait, à travers les aventures des guerriers et leurs malheurs, des guerriers troyens, elle nous a fait toucher du doigt le caractère tragique de la condition humaine, et en même temps, elle nous a donné l'angoisse de la mort de la patrie, puisque toute l'Iliade est traversée par cette perspective de la mort prochaine de Troie, et en même temps, par cet exemple donné par Priam et Achille, eh bien, elle nous montre que l'ennemi n'est pas tout noir. Il est d'ailleurs très spectaculaire et révélateur que dans l'Iliade, c'est les Troyens qui sont les héros les plus sympathiques, plus que les Grecs. Donc voilà une épopée nationale, encore une fois le terme est anachronique, mais une épopée qui est l'épopée des Grecs, et qui prend comme modèle, qui prend comme héros, qui propose comme héros des guerriers ennemis. Il y a là une école de sens de la nuance extraordinaire, un monde dans lequel il n'y a pas des méchants très méchants contre des gentils très gentils, mais des hommes estimables et des traîtres et des lâches dans les deux camps. L'histoire naît à proprement parler avec Hérodote. Je pense que nos auditeurs le savent. Qu'apporte Hérodote de décisif dans la naissance de l'histoire? Alors, il apporte beaucoup de choses. Avec Hérodote, on sort de la poésie, on sort du livre inspiré, on sort de l'inscription de propagande pour rentrer dans l'histoire elle-même. D'ailleurs, c'est lui qui inaugure le thème, puisque son livre s'appelle Historia. Et Historia, cela veut dire enquête. Et dans ce terme même, on voit déjà ce qu'apporte Hérodote. Hérodote n'est pas un scribe commissionné par le pouvoir. Hérodote n'est pas un poète qui transmet une tradition orale. Hérodote n'est pas un écrivain inspiré par le Saint-Esprit. Hérodote est un historien, c'est-à-dire que c'est un chercheur qui a fait une enquête. C'est quelqu'un qui a cherché la vérité au terme d'une enquête. C'est le nom de son livre, et cela change tout. C'est-à-dire que c'est un historien indépendant qui cherche la vérité en confrontant des témoignages, en se rendant sur place, en consultant des documents. Et donc, on peut dire qu'avec Hérodote, l'histoire naît comme discipline scientifique. Jusque-là, nous avons observé l'histoire un petit peu par réfraction d'autres disciplines, la poésie, le livre sacré, l'inscription. Là, nous avons quelqu'un dont l'histoire est le propos et le métier. La double vocation de l'histoire, c'est donc à la fois comprendre les causes, d'une part, mais aussi est-ce qu'on trouve chez Hérodote ce sentiment d'une piété filiale? Vous évoquiez, encore une fois, même si le terme peut paraître anachronique, cette forme de, non pas de nationalisme, mais le respect tout simplement de la terre des pères. On retrouve cette idée chez Hérodote? Hérodote nous donne ses intentions lui-même. Il les donne aux premières lignes de son livre, aux premières livres de son enquête. Il nous dit pourquoi il l'a écrit. C'est le livre d'Hérodote, c'est le récit des guerres médiques, donc de cette espèce de revanche de la guerre de Troie qui a vu les Perses essayer d'envahir la Grèce et les Grecs vaincre l'immense empire perse, les petites
petites cités grecques, des petites cités dispersées mais peuplées d'hommes libres, qui vont arriver à vaincre le grand empire perse, qui est la superpuissance du moment, à Marathon, à Salamine et à Platée. Et c'est cela le sujet du récit d'Hérodote. Mais pourquoi a-t-il entrepris ce récit? Pourquoi a-t-il entrepris l'enquête qui va lui permettre de faire ce récit? Eh bien, il le dit au début de son livre, il dit « Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares ne tombent pas dans l'oubli. » Et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. Et donc, voilà l'intention d'Hérodote. Donc, il y a deux intentions. La première, c'est que de faire en sorte que le temps n'abolisse pas le travaux des grands hommes, hein, ce que les grands hommes ont fait justement d'héroïque, de spectaculaire, qui puisse avoir une grande portée. Et encore une fois, ce qui change tout avec Hérodote, c'est le fait que Hérodote parle de faits qui sont relativement proches, sur lesquels il a enquêté lui-même et qui le concernent directement, puisque Hérodote est un grec, hein, c'est un ionien, un grec d'Asie mineure, et il va raconter cette guerre parce que cette guerre, c'est celle que ses pères ont menée. Et donc, il veut que le temps n'abolisse pas le travaux des grands hommes parce que ces hommes sont ses pères. Nous ne sommes pas là, si vous voulez, dans l'intention qui était celle des livres dont nous avons parlé auparavant, qui était une intention poétique ou une intention spirituelle. Nous sommes dans l'idée de perpétuer la mémoire de ce que nos pères ont fait de grand. Et puis la deuxième raison qui mène Hérodote, qui provoque l'enquête d'Hérodote, eh bien il nous le dit, c'est de donner la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. C'est-à-dire, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette guerre? Quelles étaient les motivations de ceux qui la menaient? Donc, vous voyez, là, on est dans une toute autre perspective que, par exemple, l'Iliade. L'Iliade, oui, nous raconte le mythe d'Hélène, etc., mais ne cherche pas la question des causes, est complètement secondaire. Ce que l'on veut montrer, c'est l'héroïsme des héros dans la bataille, c'est le destin qui fauche les héros et les traîtres, c'est le tragique de la condition humaine. Avec Hérodote, non, il y a le surgissement d'une rationalité plus forte, avec l'idée de vouloir comprendre pourquoi les États se font la guerre, pourquoi ces guerres ont lieu, avec l'idée évidemment que en comprenant ce qui s'est passé dans le passé, eh bien on pourra mieux se conduire dans le présent et préparer l'avenir. Tout est fixé au fond au 5e siècle. Bien, je pense qu'effectivement, avec Hérodote, on n'est pas loin d'avoir fait le tour des raisons qui nous font aimer l'histoire, puisque Hérodote nous dit à la fois quels sont les intérêts de l'histoire. Bien, d'une part, il relève, comme vous le disiez tout à l'heure, de la piété filiale, savoir qui nous sommes, savoir pourquoi nous le sommes, savoir comment nous avons hérité de notre patrie, quels droits nous avons sur elle, quel devoir nous avons de la défendre, et ensuite, un aspect plus intellectuel, plus rationnel, qui est comment analyser les passions humaines qui mènent le monde, et comment, à travers cette analyse, mieux se comporter. Alors pourtant, comme je le disais en introduction, en citant François Furet, la discipline apparaît très très tardivement. On lui préférait la philosophie ou bien même l'érudition de manière générale. Vous voulez dire dans l'éducation, oui, dans l'enseignement? Oui, c'est vrai. Maintenant, disons qu'au Moyen-Âge, par exemple, les miroirs des princes sont des collections d'exemples qui visent à apprendre aux princes à se comporter. Dans la formation de l'éducation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus tardif, et je crois que c'est beaucoup au lendemain de la défaite de 1870 que l'on s'est mis en France à insister sur l'histoire et sur la nécessité d'apprendre l'histoire aux enfants des écoles pour en faire des citoyens prêts à défendre efficacement leur patrie. C'est la perspective de Lavis. Ce qu'on a appelé le roman national. Alors Lavis le fait effectivement dans ce que l'on a appelé le roman national, c'est-à-dire qu'il crée une espèce de téléologie où en fait toute l'histoire, on a l'impression que toute l'histoire est faite
pour arriver à l'unité française, qui a une espèce de providence laïcisée qui mène la France à son unité et la civilisation française à son rayonnement. Il y avait là évidemment quelques simplifications. Je pense que la querelle qui est faite au roman national est une mauvaise querelle, c'est-à-dire que parce que aujourd'hui on oppose facilement une histoire de droite qui serait imprégnée de l'idéal du roman national à une histoire de gauche qui serait scientifique. En réalité, le roman national, je pense, n'a jamais été qu'un moment pédagogique. Aucun historien n'écrit avec la perspective d'écrire un roman. Tous les historiens, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, eh bien, ont le souci d'écrire une histoire scientifique. Mais on a pensé, et je pense à juste titre, qu'il y avait un âge pour tout, et que donc il y a un moment où il ne s'agit pas de raconter des contes de fées aux enfants, mais après tout, pourquoi pas? On commence par des contes de fées, si vous voulez, on donne, lorsque l'on veut initier les enfants à la littérature, on commence par la comtesse de Ségur, pas par Zola. Bien en histoire, il en va de même, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut exalter l'âme des jeunes enfants avec la beauté des exemples, avec la beauté de leur pays, avec la beauté de l'aventure française qui existe. Et ce moment n'est pas le moment favorable pour des jeunes esprits encore fragiles pour leur insister sur les pages d'ombre et sur la complexité de l'histoire. Mais ce moment doit évidemment venir. Ça fait partie du passage de l'âge adulte, de la même façon que quand on est enfant, on pense que sa mère est une reine de beauté et que son père devrait être président de la République. Et puis il y a un moment où on réalise que ça n'est pas forcément le cas et on ne cesse pas de les aimer pour autant. Et bien avec l'histoire, il en va de même. Il y a un moment où il est naturel qu'un jeune enfant pense que la France est le plus beau pays du monde avec l'histoire la plus glorieuse. Et puis il y a un moment où il est temps pour lui d'apprendre la complexité des choses. Aujourd'hui, Michel de Gerne, nous vivons dans l'hyperspécialisation. C'est une chose que vous regrettez? Je ne le regrette pas. Je pense que ça fait. Je regrette les conséquences. Ce qui est irresponsable quelquefois de regretter les conséquences sans regretter les causes. Je pense que l'hyperspécialisation est elle-même un effet du caractère de plus en plus scientifique de l'histoire. Et ce caractère est un progrès. Il ne s'agit pas de le contester. C'est-à-dire que au XIXe siècle, on avait peut-être une confiance trop grande dans les sources littéraires, ce qui fait que l'on reproduisait un petit peu les historiens anciens, les chroniques, etc. On s'était forcé depuis, au XXe siècle, de confronter ces sources littéraires avec l'archéologie, avec la numismatique, avec la sigillographie, avec toutes sortes de sciences auxiliaires qui ont permis de progresser vers une connaissance plus pointue de la réalité des choses. Mais on ne connaît pas forcément mieux quelqu'un parce qu'on a analysé sa peau au microscope. Il y a un moment où la vue d'ensemble manque. Et donc cette vue extrêmement scientifique a conduit à une spécialisation parce que les techniques sont tellement complexes que on les applique sur des toutes petites périodes, sur des tout petits phénomènes, pour arriver à des connaissances extrêmement précises qui, quelquefois, finissent par conduire les spécialistes à se refuser à toute vue d'ensemble parce que tout est toujours beaucoup plus compliqué que toute généralisation qu'on pourrait en faire. Or, la généralisation, même si elle est simplificatrice, est nécessaire. Elle est nécessaire pour comprendre les choses. Si l'on a simplement une vue analytique, pointilliste, eh bien, on finit par savoir tout et ne comprendre rien. Et donc, je pense qu'il y a, l'évolution actuelle de l'histoire privilégie exagérément les vertus de l'analyse. Ces vertus sont réelles, elles sont nécessaires, mais il y a l'analyse et il y a la synthèse. L'histoire doit rester maîtresse de vie et de vérité, donc avoir cette approche, je vais pas dire globale, mais générale. Je pense que les deux sont complémentaires et qu'il y a aujourd'hui un mépris des analystes pour tout ce qui relève de l'art de la synthèse, qui considère comme étant du journalisme, de la vulgarisation, de la simplification. Or, cette simplification, à quoi sert l'histoire? L'histoire, encore une fois, sert à nous faire grandir, sert à faire grandir nos âmes, sert à faire aiguiser notre discernement, et elle ne peut le faire que si on la rend accessible à un public qui n'a pas étudié pendant 20 ans de sa vie l'évolution de la culture de l'orge dans le Bas-Poitou. Et donc, il est nécessaire que l'histoire se rende accessible
serait-ce au prix de nécessaires simplifications. Et ces simplifications ne sont pas forcément criminelles si elles sont honnêtes. À quoi sert l'histoire? Donc vous terminez votre livre La Compagnie des Ombres par cette réflexion, cette longue et belle réflexion. Pourquoi, Michel de Gégère, et ce sera le mot de la fin, La Compagnie des Ombres? Eh bien parce que les ombres, c'est les ombres de ceux qui sont morts, qui ont vécu avant nous et nous ont fait ce que nous sommes, et dont la compagnie est souvent plus fructueuse que celle des vivants. Et les morts gouvernent les vivants? Alors, nous sommes les héritiers des morts. Un peuple a plus de morts que de vivants. Nous marchons sur une terre qui a été fécondée par des générations et des générations qui sont passées avant nous. Nous ne sommes que les maillons d'une chaîne, et quand nous l'oublions, nous sombrons dans l'individualisme le plus sot. Merci beaucoup, Michel de Gélère, La Compagnie des Ombres. À quoi sert l'histoire, paru aux éditions Belles Lettres? Merci, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.